Madame, Monsieur, bonsoir. Mon invité ce soir est quelqu'un qui risque parfois sa vie volontairement, mais le moins qu'on puisse dire, qui mène une très belle vie. C'est d'ailleurs dans ces termes-là qu'elle nous en parlera. Regardons-la d'abord faire son métier. Il s'agit de Florence Artaud et vous l'apercevez sur le Pierre Ier, son trimaran qui lui a permis de remporter non seulement la Route du Rhum en novembre 90, mais de fracasser le record qui était précédemment établi. Et là, après le coucher de soleil, on la verra à l'entrée en pleine nuit sur Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, entrée triomphale, il va sans dire, puisqu'il s'agit non seulement d'une victoire, d'un nouveau record, mais évidemment d'une femme qui a fait tout cela. Et nous allons demander à Florence Artaud, c'est du moins ce que j'ai voulu savoir d'elle, où elle puisait ses forces pour fracasser tant de marques. Nous écoutons Florence Artaud. Alors Florence Artaud, pour la première fois, je vais faire commencer une entrevue dans les toilettes parce que je vais vous faire un aveu. Je suis allé me laver les mains juste avant l'entrevue dans le cabinet à côté de votre bureau. Et il y avait des livres, alors j'ai fait un peu d'espionnage et j'ai demandé à votre secrétaire si c'était vos lectures. Et je voyais Garcia Marquez, 100 ans de solitude, Herman Melville, Manon des Sources, sur une jeune femme solitaire, qu'on a connue à travers un film surtout, Jack London, qui a souvent écrit sur des solitaires. Et je me suis dit, ça, ce sont les lectures de quelqu'un qui aime la solitude et le dépassement. Et ma foi, est-ce que c'est vrai? Ça correspond en tout cas à ce que vous avez fait. Ah oui, absolument. Moi, j'aime bien... je lis très peu, en fait, mais j'aime bien les livres d'aventures vécues, mais qui sont pas des aventures bidons. Et en général, en ce moment, je lis beaucoup de livres d'aventures sur la découverte du monde par les grands navigateurs du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle que je trouve vraiment extraordinaire. On cherche, nous, à revivre un petit peu leurs aventures aujourd'hui, parce que je pense qu'en mer, c'est un petit peu le dernier territoire d'aventure qu'on peut trouver sur Terre, en dehors de... Bon, il reste l'espace, mais c'est à la portée de personne. Donc on est toujours à la recherche d'aventures, et en fait, les aventuriers nous font rêver, mais surtout les aventuriers d'antan. Mais quand vous dites qu'il reste l'espace, de toute façon, l'espace, c'est terriblement organisé et collectif. Oui. Et je pense que ce que vous aimez, c'est la liberté d'être seul. Voilà, c'est ça. Moi, les gens sont étonnés de voir que en fait, l'espace ne me fait pas rêver, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, mais qui fait partie du rêve de toute la nouvelle génération dont je fais partie. Et j'ai absolument pas d'attirance pour l'aventure dans l'espace, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de... Bien que ce soit extraordinaire, certainement, pour les 3 astronautes qui ont pu marcher sur la Lune, mais à quel prix? En fait, sans aucune liberté, jamais. Moi, ce que je cherche avant tout en mer, c'est la liberté, en fait, et retrouver un rythme de vie qui n'a rien à voir avec le rythme de vie sociale. Et quand vous étiez petite fille, vous avez déjà dit, j'étais tellement maladroite, on pensait que j'aboutirais à rien. Et vous n'étiez pas forcément, la voile, ça se pratique quand on est un peu plus âgé. Vous connaissiez des marins à cause de votre père éditeur, et ils venaient faire leurs livres chez lui. Mais vous pensiez à quoi, sinon à la voile, comme défi? Quand j'étais petite, je voulais être chirurgien. Je voulais faire médecine et devenir chirurgien. Et parce que je trouve que c'est un métier complètement magique et miraculeux. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et si j'avais pas eu le courage de faire mes études de chirurgie, j'aurais été en mission quelque part dans le monde pour aider les gens là où il y a vraiment de la misère et là où il y a vraiment besoin de médecins pour soigner et sauver la vie des gens. Donc quelque chose d'un petit peu humanitaire qui en fait me donnait un sens à ma vie pour aider les autres. Et finalement, j'ai tout de suite laissé tomber quand j'ai connu ma première traversée d'Atlantique, et puis je suis partie naviguer plutôt que de choisir le schéma classique de quelqu'un qui fait des études pour arriver à avoir un métier aussi passionnant soit-il, mais toujours le même jusqu'à la retraite, et donc une vie quand même assez organisée dès le départ. Sauf que là, ce que vous avez, c'est pas un métier qu'on peut faire jusqu'à la retraite, enfin peut-être pas, et ça doit vous poser des interrogations. Ça va finir un jour, cette belle vie Oui, mais j'ai jamais pensé au moment où ça s'arrêterait. J'ai jamais pensé que réaliser les rêves qui me préoccupaient sur le moment. Pour l'instant, je viens de gagner la Route du Rhum, mais en fait, c'est déjà une page qui est tournée pour moi. Et on me demandait à l'arrivée de la Route du Rhum si j'allais arrêter. Parce qu'en général, les gens font de leur vie une carrière. Et lorsqu'ils arrivent
au top niveau, ils sont à l'aboutissement d'une carrière. Alors que moi, j'étais seulement en train de réaliser un rêve. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres rêves. Et mon rêve est de continuer à vivre dans le rêve, en fait. J'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre dans le rêve. Et je trouve que c'est un privilège énorme que je tiens absolument à conserver le plus longtemps possible. Et pour l'instant, ce qui me fait rêver, c'est la mer. Et souvent, les sportifs, les grands sportifs, ceux qui justement fracassent des records, vont dire « Ah ben, il me faut 3 fois Wimbledon ou 5 fois Wimbledon comme Björn Borg, et après je m'arrête. » Mais souvent, ils ne s'arrêtent pas, et là, il leur faut le Grand Chelem, et ainsi de suite. Vous voudriez fracasser des records dans le Pacifique, un peu partout dans le monde. Quel sera le prochain défi? Moi, je cherche à naviguer par tous les moyens, et naviguer avant tout. Et en course, parce que c'est en course que ça m'intéresse le plus, c'est en course qu'on profite le plus, qu'on donne le plus de soi, et qu'on reçoit aussi le plus de la mer et de tous les efforts qu'on peut fournir. Donc les projets, moi, continuent, mais de façon beaucoup plus optimiste. C'est-à-dire que j'ai enfin la chance d'avoir un sponsor, comme je souhaitais depuis 12 ans, un sponsor qui répond en fait, aux besoins techniques du bateau. Et je n'ai aucun souci aujourd'hui que celui de m'entraîner et de trouver toujours de nouveaux projets. Et les projets que j'ai aujourd'hui avec Pierre Premier, c'est dans l'immédiat une course de l'Europe qui partira au mois de mai de Lorient pour finir en Italie, en faisant tout le tour par les capitales d'Europe, en passant en Angleterre, à Dublin, à Barcelone, non, à Lisbonne, Barcelone, Marseille, et on finit en Italie. Ensuite, il y aura certainement une course à l'automne qui partira de La Baule pour arriver à Dakar. Mais l'objectif important pour moi et pour Pierre Premier aussi, c'est la prochaine transat en solitaire, la C-Star, transat qui part de Plymouth en Angleterre et qui arrive à Newport dans le Rhode Island aux États-Unis. C'est une épreuve qui est formidable parce qu'elle existe depuis toujours. Et c'est l'épreuve qu'a remporté Tabarly en 64 et qui a fait qu'aujourd'hui, tous, on navigue en fait un petit peu sur les traces de Tabarly. Donc c'est vraiment une épreuve que tout le monde aimerait gagner et j'aimerais pouvoir m'y préparer correctement comme je l'ai fait pour la Route du Rhum, m'entraîner suffisamment longtemps à l'avance, naviguer bien sur mon bateau, sur un bateau maintenant que je connais bien mais auquel on apporte des modifications puisque là il est en chantier, on change de mât. Pour la prochaine course, pour le Tour de l'Europe, on met un mât plus grand pour que le bateau aille plus vite dans le petit temps et puis soit plus rapide à évoluer sur un plan d'eau, puisque la prochaine course, c'est plus de la régate et que c'est en équipage. Et ensuite, on rechangera sans doute de mât pour la course en solitaire. On fera l'intermédiaire entre celui qu'on avait pour la Route du Rhum et celui qu'on va avoir maintenant. Donc en fait, il y a toujours une continuité, un travail permanent pour faire évoluer nos bateaux, parce qu'en fait, gagner une course, c'est pas le travail d'une personne toute seule, mais d'une équipe entière, à commencer par le sponsor, l'équipe du sponsor, et puis notre équipe technique à nous, qui est l'équipage du bateau, certaines personnes décisionnaires qui contribuent à l'évolution du bateau, et puis toutes les pièces qui s'y rapportent, les chantiers qui interviennent, etc., etc. Mais dans le fond, je me demande, j'ai écouté votre description, puis déjà je voyais une différence entre les deux épreuves qui vous attendent. La course de l'Europe, j'ai l'impression que vous allez faire du slalom entre les yachts, là. C'est un très beau périple, la Méditerranée, mais c'est pas le grand Atlantique tel qu'on l'imagine nous, qui nous semble en tout cas plus périlleux, c'est peut-être pas vrai. Oui, c'est différent, effectivement. Et je pense que votre genre, c'est plutôt le second, non? C'est-à-dire le grand solitaire et le vrai danger. Oui, moi j'aime bien effectivement le large parce que j'aime bien les sensations fortes, j'aime bien les émotions fortes. Et il y a un spectacle au large qu'il n'y a pas près des côtes parce qu'il y a justement une magie et des sensations qu'on ne retrouve pas du tout quand on est près des côtes. Et je prépare aussi un grand bateau pour aller naviguer autour du monde, pour essayer de faire le tour du monde en 80 jours. On prépare aujourd'hui ça pour 94, on partirait l'hiver 94. Pour finir début 95, avec un grand multicoque de 30-35 mètres, et pour aller naviguer en fait dans les mers du Sud. Non, là on ne sera pas seul. Ah bon, on sera en équipage. J'avais peur pour vous là. Hein? J'avais peur pour vous. Parce que je sais que ça a déjà été fait en solitaire par Olivier de Kersauzon et Pierre Premier. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres sponsors qui sont venus. Et puis il y a d'autres spons
comment s'appelle-t-il déjà? Et Philippe Monet, qui ont fait en fait le tour du monde en solitaire sur un multicoque. Moi, ça m'intéresse de le faire en fait en équipage pour retrouver les sensations de vitesse qu'on a du mal à avoir quand on est en solitaire sur une aussi longue période. Parce que sur une période courte, on arrive en fait à tenir le choc au niveau de la tension nerveuse et du manque de sommeil. Mais sur 3 ou 4 mois de course, on est obligé d'avoir un rythme en solitaire qui est différent. Et là, moi, ce dont j'avais envie, c'était de tourner autour de la planète le plus vite possible. Donc, et puis éventuellement, peut-être un jour, mais ça, c'est pas sûr du tout, y aller en solitaire. Mais de toute façon, avant d'y aller en solitaire, il faut y aller en équipage. Moi, je suis allée une fois dans ces mers-là seulement, en équipage. C'était l'année dernière pour la Whitbread. J'étais complètement fascinée par ces endroits qui sont totalement vierges. Il n'y a jamais personne. Si vous arrive quelque chose, personne ne viendra vous chercher. Mais c'est ça que vous voulez justement. Ce qui m'étonne, c'est vous flirtez avec un certain danger. Hein. Tantôt, vous avez dit sensation 2 fois et aussi manque de sommeil, épuisement. Et c'est ça qui coexiste dans la grande course solitaire. C'est un péril extérieur et des moyens physiques qui s'épuisent. Parlez-moi de ça, de la jonction des deux. Comment on se sent? En fait, oui, les gens s'imaginent que c'est quelque chose de... Enfin, les gens ont du mal à imaginer ce que ça peut représenter. Pour nous, les marins, c'est pas un exploit, c'est pas quelque chose d'aussi terrifiant que ça peut l'être dans l'esprit des gens. Parce que quand on est en mer, on est chez nous, on est dans notre milieu. Et en général, en tout cas pour moi, j'ai aucune des angoisses que j'ai à terre. Enfin, les angoisses que j'ai à terre, je les ai pas en mer. Je suis complètement décontractée, je me sens même protégée quand je suis en mer, alors que j'ai pas forcément ce sentiment de sécurité à terre. On est vraiment dans notre élément, donc on n'a pas d'angoisse quand on part en mer, on n'a pas la peur de la mer. Ce qui nous procure ces sensations sont les bateaux qu'on a. C'est un petit peu comme si on partait faire le Paris-Dakar avec une Formule 1. Et en plus, ce que je trouve beau dans ce qu'on fait, c'est qu'on le fait seul, et seul jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un problème, on ne vient pas vous rechercher. On ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route parce qu'on a un problème technique. On doit être complètement responsable de ce qu'on fait jusqu'au bout. Et ce qui compte, c'est d'arriver d'abord. Donc, il y a effectivement une part de risque, mais pour pouvoir prendre des risques, il faut avant tout être extrêmement prudent et savoir estimer les risques à leur juste valeur. En fait, ça n'a rien à voir avec l'inconscience. Les frayeurs qu'on peut avoir assez souvent, parce qu'on a des bateaux qui sont assez dangereux et assez effrayants, sont effectivement des sensations et des émotions qu'on arrive à gérer, parce qu'il faut pouvoir les gérer pour arriver de l'autre côté avant tout. On est en fait des fous de la glisse. On recherche les sensations, la vitesse, les émotions fortes, l'aventure, la solitude, etc. Mais on est avant tout des marins. Mais tout ça, ça peut... Et un marin, c'est quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules, hyper carré, et qui va ni chercher à épater les autres, ni chercher à se prouver quelque chose à soi-même, ni chercher à frimer, ni chercher réellement de sensations inutiles. On a bien assez de sensations comme ça, ne serait-ce qu'avec la magie du décor. Sauf que la mer que vous aimez, c'est vrai que vous avez déjà dit, pour vous, le vrai courage, ce serait d'aller au bureau tous les matins. Vous n'arrivez pas à comprendre les femmes qui sont prises comme ça, à élever des enfants et mener une carrière. Si, je le comprends. Oui, mais pas pour vous. Pas pour moi. Bon. Sauf que cette moi, oui. J'ai pas choisi ça parce que c'était pas mon truc. J'aurais jamais pu l'assumer, ni j'aurais jamais pu le faire. Et j'en ai jamais eu l'envie. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose qui m'a traversée. Moi, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'avoir aucune attache et de profiter de ma jeunesse le mieux possible. Mais j'allais quand même vous dire, là c'est le néophyte qui parle, qui n'a jamais vraiment pris un bateau. La mer que vous aimez, qui est votre amie, c'est aussi votre ennemi tout le long. Ça c'est une donnée fondamentale. Elle a failli vous bouffer une fois ou deux. Vous avez déjà, je crois, chaviré. Et même près d'une côte, ça peut être mortel, ça, chavirer. Alors qu'est-ce qu'on pense dans ces temps-là? On se dit, ça y est, c'est fini. Quand on nage là, dans cette eau très froide. Moi, j'ai jamais considéré la mer comme mon ennemi. Il y a effectivement,
Il y a des moments qui sont difficiles à passer en mer, comme quand on chavire, mais on y retourne. C'est pas quelque chose qui vous marque à vie et qui fait que vous êtes complètement refroidi. Et on sent pas ça comme une agression de la mer, mais en général, ça vient d'une erreur de notre part, une erreur d'estimation. Si on chavire, c'est qu'à un moment ou à un autre, on a fait une erreur. Mais vous êtes prête quand même, et on ne vous souhaite jamais cela, mais vous êtes prête un jour peut-être à finir là. Mourir en mer, oui, ouais, je préférerais mourir en mer qu'être écrasé par un Kingston sur le bord de la route. Ou de mourir lentement avec une maladie atroce. Peu importe, mais de toute façon, quand on vit la vie que je mène, on dit toujours, on me demande souvent si je crois en Dieu, et je dis toujours, mais les marins croient obligatoirement en Dieu, parce que parfois en mer, on n'a pas d'autre solution que de remettre sa vie dans les mains de Dieu. Alors, on sent vraiment la force de son destin, et qui est là, qui est omniprésente, et donc la mort n'est pas effrayante, puisqu'en fait, on profite de chaque moment en se disant qu'effectivement, tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Moi, je me dis toujours que demain, n'importe quoi peut arriver, ici, en mer ou ailleurs. Donc, qu'il faut vraiment ne rien attendre du lendemain, gérer sa vie le mieux possible pour ne rien à regretter et profiter au maximum de chaque instant. Je vais quand même revenir à un épisode qui est très dramatique pour n'importe qui lit ça. C'est cette hémorragie que vous avez eue. De façon tout à fait inattendue, vous étiez en mer lors de la dernière route du Rhum que vous avez remportée, et là vous avez frôlé la mort, et vous avez même écrit ça dans votre cahier de bord, et vous avez dit: j'étais très calme, j'ai pris toutes les vitamines possibles, pas de médecin, pas de conseil médical au bout du fil, enfin la pire des situations. J'ai mis le réveil et je me suis dit: si je me réveille ça va, sinon je suis morte. Racontez-moi. C'est vrai, c'est une aventure forte que j'ai vécue seule. Surtout en mer, dans une course que finalement j'ai gagnée. Ça paraît... et ça restera toujours pour moi un souvenir aujourd'hui qui est un souvenir formidable, parce que en fait la victoire pour moi a pris d'autant plus d'importance que j'ai eu ces problèmes de santé. Mais vous savez, moi j'ai réellement failli mourir plusieurs fois dans ma vie. Et ça m'est arrivé d'être à l'hôpital et que personne ne me soigne. Et par incompétence des internes qui étaient là, on me laissait crever, on me regardait crever. Et pourtant j'étais à l'hôpital et j'avais pas grand-chose de très grave, il suffisait de s'en occuper. Donc ça pour dire que finalement on a une approche du risque qui est différente. Je considère pas qu'en mer, c'est là où je prends le plus de risques. D'abord, je crois dans le destin, donc je sais qu'un jour ou l'autre, ça s'arrêtera d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression de prendre plus de risques en mer qu'à terre. Non, mais quand l'événement se produit, ça c'est vrai, mais quand l'événement se produit, qu'on n'a certainement pas voulu ni cherché, il me semble que dans les premiers instants, il doit y avoir une grande déception. On se dit: mais pourquoi moi, ou pourquoi maintenant? Quand l'hémorragie a commencé. Oui, je me suis vraiment... c'est un grand point d'interrogation en fait, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire que... en fait, on sait qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire et que c'est Dieu qui va décider de votre sort. Et on est obligé de se remettre dans les mains de Dieu à ce moment-là et d'être tout à fait calme par rapport à ça. Et vous avez vraiment pu vous endormir. Ça, c'est fascinant, parce que malgré tout ce que vous dites, ça c'est vrai, là, bon, on est prêt à affronter ça avec sérénité, mais s'endormir, c'est un peu fort. Ah bah, je n'ai pas le choix, je suis quasiment tombée dans les pommes. De toute façon, je me suis endormie parce que j'avais plus de force. Je me suis plus qu'endormie, je suis tombée dans les pommes. Donc c'est de se réveiller qui était le défi, d'où le réveil ouais. En fait. Et là, vous vous êtes réveillé. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'hémorragie s'est résorbée? Ça s'est arrêté, j'ai redormi un petit peu, et puis au bout d'un moment, j'ai remis le bateau en route, parce que là, j'avais arrêté le bateau complètement, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus bouger, rien du tout. Et de toute façon, je n'avais pas le choix, moi, j'avais aucun moyen de contacter la terre. La seule chose que j'aurais pu faire, c'était déclencher ma balise de détresse, mais ça aurait servi à rien. Donc j'ai continué, et ensuite... j'ai repris petit à petit, ça a duré 3 jours, enfin pas tout le temps,
Et ben, j'ai essayé quand même d'aller vite. Je pensais que les autres bateaux m'étaient passés devant. J'ai quand même essayé d'aller relativement vite pour les rattraper, en pensant arriver troisième, ce que je considérais être une place tout à fait honorable. Et en me disant, de toute façon, plus j'arriverai vite, et plus ça sera fini, et plus vite je pourrai me faire soigner. Et quand on m'a annoncé que j'étais en tête à l'arrivée de la course, c'était vraiment une grande surprise pour moi. J'étais loin d'imaginer ça. Mais est-ce que dans un moment comme ça, quand on lit ça, souvent chez Melville, justement, des auteurs comme ceux que vous lisez, ou London, là c'est des personnages fictifs, mais ce qu'on nous décrit, c'est le héros qui se découvre une force qu'il ne pensait pas avoir, toujours un peu plus que ce qu'il pensait avoir. Est-ce que ça a été votre cas? Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient abandonné normalement. Ah mais moi j'ai toujours été étonnée en solitaire, puisqu'en fait ma première course, ça a été la Route du Rhum en 78, une course en solitaire. J'avais jamais fait de solitaire de ma vie. Je connaissais pas, j'avais 21 ans, je connaissais pas mes limites, et même au niveau de la résistance, du sommeil, etc. Et j'ai toujours été étonnée en fait de la force et de l'énergie qu'on pouvait continuer à déployer, alors qu'on croit qu'on est complètement au bout du rouleau et qu'on ne pourra plus aller plus loin. En fait, l'homme a des ressources qu'on ne peut pas soupçonner tant qu'on n'a pas mis ses forces à l'épreuve. Et c'est ça qui est génial en solitaire, c'est qu'à quand même, à un moment ou à un autre, on sollicite nos ressources profondes. On va chercher vraiment loin un peu d'énergie pour pouvoir continuer, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas s'arrêter en pleine mer en disant « bon, bah, j'en ai marre, j'arrête ». On est bien obligé de continuer. Tant qu'à continuer, autant continuer le plus vite possible. Et c'est en fait ça qui rend l'effort qui rend l'effort intéressant. Et en plus de ça, il y a une espèce d'état second dans lequel on est très rapidement, parce qu'on est très vite fatigué, on sollicite très vite nos ressources. Donc on arrive, c'est comme quand on part à faire un footing. En général, les premières minutes, on les fait assez doucement, et puis on trouve un bon rythme au bout de 5 minutes. Et puis on a un coup de barre au bout de 20 minutes, et puis on passe ces 20 minutes-là. Et là, on a l'impression qu'on peut grimper partout, monter, accélérer, descendre et courir des heures et des heures, dans un deuxième souffle, et puis un espèce d'état second que provoque la fatigue, où on a l'impression de planer complètement. Et en bateau, en solitaire, on est très rapidement dans cet état-là. Il faut arriver à gérer vraiment bien cet état pour ne pas plonger dans l'extrême, ne pas tirer trop sur la ficelle pour arriver à des hallucinations ou à plus contrôler exactement nos réactions intellectuelles. Il faut vraiment bien gérer en fait un état second dans lequel on se trouve très rapidement à cause de la fatigue. Ça vous est arrivé cet excès comme Icare qui s'approche du soleil puis ses ailes fondent? Ouais, ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Moi je sais que les premières courses en solitaire que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai fait chaque fois que j'ai perdu du temps, c'est parce que je ne gérais pas assez bien mon sommeil ou mes énergies. Je voulais trop bien faire, alors je passais 3 nuits sans dormir. Après, je m'écroulais, je fonctionnais plus dans ma tête. Je mangeais rien, donc parce que je pensais que manger c'était perdre du temps et dormir aussi. Et j'allais vite, mais à certains moments, je perdais du temps parce que je m'écroulais. Ou alors, même sans m'écrouler, je raisonnais plus bien et ça fonctionnait plus bien dans ma tête. Mais quand je vous entends, et je ne suis sûrement pas le premier à penser ça, on se dit, mais quel genre d'homme il faudrait à une femme comme ça, qui est capable de tant de choses, et puis il n'est pas trouvé encore, en tout cas pas de façon permanente. Et ce qu'on dit de vous, c'est ça ne dure jamais très longtemps, et vous avez dit à un moment donné, ben, on pense qu'on trouve quelqu'un de bien, d'allumé, comme vous dites, puis finalement on a encore un pantouflard qui veut une petite femme dans la cuisine. Vous êtes déçu de... Non, je ne suis pas déçue, je pense que... Non, je ne suis pas déçue, parce que si j'avais trouvé, si le bon Dieu avait mis un homme sur ma route, je serais peut-être mère de famille avec 3 enfants, divorcée déjà 2 fois. Mais vous n'avez rien contre ça. La femme au foyer, ça ne vous scandalise pas, vous? Ah non, non, ça ne me scandalise pas, au contraire. Moi, je suis pour la femme au foyer. Je trouve qu'élever des enfants, c'est le plus beau métier du monde. Seulement, sous mes airs d'aventurières et de gens, enfin de personnes libres. En fait, je suis quand même quelqu'un qui a des principes, qui suis même un peu vieux jeu. Et c'est pour ça que j'ai toujours
je n'ai jamais pris d'engagement avec personne parce que je pensais que là n'était pas ma vocation. J'étais beaucoup plus faite pour m'occuper pour m'amuser que pour m'occuper de gens autour de moi. Et puis... c'est pour ça que vous êtes pour. J'entends les mères de famille dire elle est pour parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Non, mais si j'étais obligée, enfin, si un jour je devais le faire, je le ferais avec plaisir. Avec plaisir. Enfin bon, je ne l'ai pas fait parce que ce que je ne veux pas, c'est mal le faire. Aujourd'hui, toutes les femmes se plaignent d'être mères de famille et d'être aussi obligées de bosser et de se retrouver avec 3 enfants à nourrir quand leurs mecs se sont tirés au bout de 2 ans parce que ils sont déjà divorcés et qu'il faut qu'elles bossent pour nourrir leurs enfants, les envoyer en vacances, etc. Mais parce que la femme a voulu... La médiocrité ne vous intéresse pas et ça c'est clair dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Et je me demandais aussi tout ce qui concerne, en dehors de la voile, tous les alentours de ça. Par exemple, la célébrité, vous ne semblez pas avoir une haute opinion de ça, vous avez hâte que ça passe. Le sponsorship, c'est bon parce que ça ne vous fait plus naviguer sur des poubelles comme vous deviez faire dans le temps, je reprends votre terme. Mais quand même, tout ce qui est autour de la voile, ça doit vous peser. Tout ce qu'il faut faire pour arriver à ça. Non, non, parce que ça n'a jamais été énormément d'efforts pour moi, parce que ça me permet de naviguer. Je navigue beaucoup depuis que j'ai un sponsor. C'est-à-dire depuis 88, je passe beaucoup de temps sur l'eau. Et quand j'ai pas de bateau, j'essaie d'aller naviguer sur d'autres bateaux comme équipière, ce que j'ai toujours fait, même quand j'avais pas de sponsor. Quand j'ai commencé à naviguer les 4 ou 5 premières années, moi je passais 11 mois de ma vie sur l'eau. Et en fait, les quelques moments où on peut s'imaginer que j'ai des contraintes qui sont pas faciles à assumer, c'est quand même très rapide. C'est pas beaucoup de temps dans l'année. Et de toute façon, ce n'est des contraintes parce que, enfin, c'est pas des contraintes, puisque c'est de toute façon des choses que j'ai acceptées, que j'accepte de faire parce que je le fais avec plaisir, tout ce que je le fais avec plaisir. Mais il y a des choses qui sont tellement différentes de la... Bien sûr, Oui, mais je regarde derrière vous, il y a un collage chiffonné, là, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un collage chiffonné avec des photos que vous avez faites qui sont très belles, des couvertures de Paris Match, de Elle et tout ça. Mais faire le mannequin, c'est le contraire de faire de la voile, en un sens. Oui, mais moi j'aime bien, je crois qu'il faut être polyvalent. Moi j'aime bien les contrastes. J'aime bien, par exemple, passer d'un climat... très froid à tout d'un coup. Enfin, j'aime bien les dépaysements, les changements brutaux, changer de milieu, changer d'environnement, changer de conversation. J'aime bien... J'ai besoin de ça. Je pense qu'il faut être polyvalent. Ça m'amuse autant de partir faire des photos de mode une fois de temps en temps que de... Enfin, je préfère, de toute façon, tant qu'à faire des photos, ça m'amuse plus de faire des photos de mode que de faire des photos en ciré sur mon bateau. Oui, parce que ça a été trop fait. Et bon, je trouve que c'est bien de pouvoir avoir accès à tout et de continuer à faire sa passion, parce que c'est ça qu'on préfère. Moi, de toute façon, naviguer, c'est ce qui me plaît le plus. Mais je ne me sens pas non plus complètement enfermée, étriquée dans le milieu du bateau. J'ai la possibilité de faire plein d'autres choses. En plus, moi, je suis parisienne au départ. Donc, j'ai jamais... je suis pas bretonne, j'ai pas vécu la mer comme l'ont vécu beaucoup de mes copains qui sont bretons et qui en fait j'ai besoin d'autre chose que de la mer. Quand je suis à terre, j'ai besoin de parler d'autre chose, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Mais maintenant qu'on commence à vous connaître, on ne sera pas étonné de savoir que vous n'avez pas beaucoup de sympathie, par exemple, pour le féminisme. Et ce qui semble vous rebuter là-dedans, c'est, vous l'avez dit, que des gens exigent, avant d'avoir fait leur vie, exigent tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas que j'ai pas beaucoup de sympathie pour le féminisme, c'est-à-dire que je me sens tellement en dehors de ça, mais pas seulement le féminisme, mais en fait la vie de tous les jours, la vie des gens de tous les jours ne me concerne absolument pas. Donc leurs soucis, je les connais pas. Leurs demandes, je commence à les imaginer parce que en fait, je me retrouve aujourd'hui un petit peu le porte-parole des femmes. Je représente quelqu'un de libre et qui a toujours choisi sa vie, et c'est vrai. Mais bon, je suis balancée un petit peu comme ça sans jamais me soucier de savoir ce que je pouvais représenter pour les gens, parce que je ne suis pas au fond de moi-même ce que je représente forcément pour les gens.
La façon dont je vis mes courses, moi, c'est pas forcément la façon dont l'imagine le public. Et en plus, leurs soucis, je les connais pas. Parce que justement, c'est tout ce que j'ai voulu éviter. J'ai une vie qui n'a rien à voir avec la leur. Moi, je me suis jamais plainte de rien dans ma vie. De rien. J'estime être responsable de tout ce qui m'arrive, puisque c'est moi qui fais... Je pense que je suis responsable de ma vie de A à Z et de tout ce qui m'arrive. Donc, j'ai jamais senti... je me suis jamais sentie faire partie de ces femmes, de ces féministes. Bon. Mais je comprends aussi leurs demandes. Je commence à les comprendre. Oui. Et je vous crois, et Florence Artaud, eux maintenant, vous ne connaissez pas tout à fait leurs soucis, dites-vous, mais eux connaissent maintenant les vôtres, et ce sont de beaux soucis et une très belle vie, une très belle carrière, et je vous la souhaite fort longue. Merci.